Cour ne va pas s'immiscer dans l'organisation de la plaidoirie des avocats de la défense. Est-ce que cette plaidoirie s'effectuera individuellement, c'est-à-dire accusé par accusé, ou chaque avocat viendra défendre ses clients? La Cour vous laisse la latitude de votre organisation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, après avoir suivi attentivement la partie civile dans ses exégèses juridiques, accompagnées des demandes formulées par l'État, ainsi que les réquisitions plus qu'exhaustives du représentant du ministère public, la parole revient enfin à la défense. Monsieur le Président, selon le ministère public que nous avons essayé de bien suivre, ce procès serait une autopsie nationale du fonctionnement du pays sur la période allant de 2019 à 2023. Monsieur le procureur général a pu relever également que les institutions du pays ont cessé d'être un rempart pour devenir des guichets automatiques de détournement de fonds publics. Monsieur le procureur a décrit également la Young Team, dont les figures de proue n'étaient rien d'autre que M. Ngoulou et M. Noureddine Bongo, comme un système dont le but était d'arracher ce qui appartient à l'État. Et pour justifier ces réquisitions implacables, M. le procureur général a estimé que les faits reprochés aux accusés, en raison de leur gravité exceptionnelle, méritaient une condamnation exemplaire pour prévenir tout renouvellement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, après la suspension d'audience de tout à l'heure, mes excellents confrères m'ont désigné comme étant l'avocat qui prendrait la parole en premier pour le compte de Mme Gisèle Yolande Mombo. Mais mes excellents confrères m'ont également confié deux autres missions. La première mission, qui n'est pas simple, consistait à rappeler à la Cour que nous gardons foi en la justice gabonaise, surtout que celle-ci se doit toujours de se déterminer par rapport aux faits uniquement, qu'elle doit confronter à la règle de droit et qu'elle ne saurait asseoir une condamnation en s'appuyant sur l'émotion, sur l'opinion publique, sur la morale, sur des déductions, sur la rumeur, sur l'indignation même véhémente de M. le procureur général. La Cour est tenue d'asseoir sa décision sur des éléments de preuve concrets, discutés devant elle de manière contradictoire. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, nous osons croire que tous les qualificatifs qui ont été retenus contre ce procès sont exagérés, notamment le procès de Nuremberg, ou le procès ou la justice des vainqueurs contre les vaincus, ou plus précisément, la justice des vainqueurs contre ceux qui ont été désignés comme étant des vaincus. D'autres commentateurs n'ont pas hésité à parler purement et simplement de vengeance judiciaire ou de voyeurisme sous le couvert du droit. Pour notre part, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, notre travail se limitera à vous démontrer, en plus des violations de droit et autres irrégularités de la procédure que nous avons déjà relevées, que les faits reprochés aux accusés, aussi sensationnels soient-ils, ne constituent pas toujours et nécessairement une violation de la règle de droit.
Je vous disais, Monsieur le Président, que mes excellents confrères m'ont confié 2 missions. C'est donc la première mission que je viens de vous décliner. Mes excellents confrères m'ont également demandé de partager avec vous, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour, cette réflexion qui vient de la pensée profonde d'un éminent confrère étranger, lequel a pu remarquer dans le procès pénal que, je le cite, « Les innocents se défendent souvent plus mal que les coupables. D'abord parce que les coupables ont une longueur d'avance. Ils connaissent la réalité des faits et dès lors sont potentiellement capables de la contourner ou de la dissimuler. L'innocent, au contraire, qui se sent injustement renvoyé devant une juridiction de jugement, sans que le moindre mot, la moindre omission, la moindre contradiction peut être interprétée à son détriment. Et le confrère étranger de conclure que la peur de l'innocent est souvent beaucoup plus grande que celle du coupable. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, peut-être que ceux qui nous regardent ne le réalisent pas forcément, mais lorsque la machine judiciaire est emballée, il peut être parfois très difficile, même à des personnes totalement innocentes, d'expliquer que leurs agissements n'avaient rien de réprimandable. Surtout que dans ce procès, et Monsieur le procureur général l'a reconnu lui-même, des hommes et des femmes qui auraient pu disculper la plupart de ces accusés n'ont jamais été inquiétés. Telles étaient, Monsieur le Président, les observations liminaires que mes excellents confrères m'ont demandé de vous formuler. Monsieur le Président, je me tiens devant vous aujourd'hui pour défendre fermement l'innocence de Mme Gisèle Yolande Mombo. Mais avant de revenir sur l'accusation pour laquelle elle comparaît, je voudrais prendre quelques lignes pour vous expliquer, à vous la Cour, mais également à Monsieur le procureur général, qui est si friand de la stricte application de la loi, le calvaire, la somme des injustices, toutes les violations de droits subies par ma cliente depuis le début de cette affaire. Madame Mombo et moi avions appris à nous connaître depuis un peu plus de 25 mois aujourd'hui, mais uniquement dans les couloirs du palais de justice ou dans les couloirs des cabinets d'instruction. Pourquoi? Parce que malheureusement, depuis son placement en garde à vue par décision du 2 septembre 2023 et pendant tout le temps de son incarcération, suivant mandat de dépôt décerné à son encontre le 19 septembre 2023, ni les 3 avocats de Mme Mombo que nous sommes, ni aucun membre de sa famille n'a jamais été autorisé à lui rendre visite en détention ou à pouvoir communiquer avec elle par quelque moyen que ce soit. En dépit de son âge, Mme Mombo est née en 1966, elle est de loin la plus âgée des accusés. Elle a 59 ans aujourd'hui. En dépit de son âge et de sa condition de femme, toutes ces demandes de mise en liberté provisoire ont été systématiquement rejetées, aussi bien par le juge d'instruction que par la chambre d'accusation, généralement après les réquisitions de maintien en détention prises par Monsieur le procureur général. Monsieur le Président, cette situation, Mme Mombo l'a toujours vécue avec une grande tristesse et une profonde amertume, surtout lorsqu'elle apprenait que d'autres accusés, beaucoup plus jeunes, ayant des nationalités multiples, ayant fait partie du premier cercle politique, familial et décisionnel de l'ancien chef de l'État, ayant été présentés à la télévision publique avec d'énormes sommes d'argent, même si, mes excellents confrères vous le diront tout à l'heure, la nature et l'origine de ces sommes continuent d'interroger tout le monde
en dehors de monsieur le procureur général. Madame Mombo a toujours été triste et amère lorsqu'elle apprenait que ses autres accusés avaient pu être admis au bénéfice de l'élargissement et même pour certains autorisés à sortir du territoire national. Pourtant, en ce qui la concerne, Madame Mombo est une femme gabonaise ordinaire, mère de 4 enfants, grand-mère de nombreux petits-enfants. Madame Mombo n'a jamais été condamnée par la justice de son pays. Madame Mombo n'a jamais milité dans aucune formation politique. Madame Mombo n'a jamais rencontré l'ancien président de la République lui-même, ni son fils ou son épouse. Et surtout, Madame Mombo, aucune somme d'argent n'a jamais été retrouvée à son domicile, en dépit de la perquisition qui s'y est déroulée. Et je pourrais ajouter que Madame Mombo n'a pas fait ses études au Canada, ni au Royaume-Uni, et qu'elle n'a pas la chance d'avoir un passeport diplomatique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, si vous vous interrogez pour comprendre comment cette femme dont personne au Gabon n'avait jamais entendu parler jusqu'au jour de son interpellation, comment cette femme a-t-elle fait pour se retrouver à comparaître devant vous aujourd'hui? Sachez que la réponse se trouve tout simplement devant vous. Madame Mombo a été arrêtée, détenue et poursuivie uniquement seulement parce qu'elle a un lien de famille étroit avec M. Yann Ngoulou. C'est cela son crime. Et tout ce qui lui est reproché, ou tout ce qui a pu lui être reproché, se rapporte à la personne de Yann Ngoulou. Et je voudrais saisir cette tribune pour dénoncer publiquement que durant ce procès qui est connu comme étant celui des Bongo et de leurs anciens collaborateurs, procès qui passionne autant les Gabonais, procès qui justifie d'ailleurs que votre salle d'audience soit aussi inhabituellement remplie, il y a une intruse dans cette affaire. L'intruse, c'est Madame Mombo qui n'a jamais compris ce qu'elle faisait ici. Et Madame Mombo de me confier que si la justice de son pays a quelque chose à lui reprocher, pourquoi son destin judiciaire devait-il être associé à celui des Bongo et de leurs anciens collaborateurs? Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, au lendemain des événements post-électoraux du mois d'août 2023, M. Yann Ngoulou ayant été interpellé et accusé à lui seul d'être responsable des 30 années de déclin de notre pays, il était commode pour les enquêteurs de s'intéresser aux personnes qui lui étaient proches ou qu'il avait contribué à promouvoir. Il faut bien admettre que M. Yann Ngoulou est si radioactif que tous ceux qui se sont exposés à ces radiations ont mérité une attention particulière. C'est dans ces conditions que dans la nuit noire du 2 septembre 2023, Madame Mombo a été à son tour violemment interpellée à son domicile en présence des membres de sa famille. Interpellation suivie d'une perquisition complète de son logement, laquelle perquisition a elle-même abouti à la saisie d'un certain nombre de biens et documents, notamment un véhicule occasion de marque Santa Fe, ancien modèle évidemment, des ordinateurs portables appartenant à ses petits-enfants, des téléphones portables, des effets personnels, ainsi qu'un acte notarié portant acquisition d'un bien immobilier. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, je préfère en toute transparence vous indiquer que nous n'avons aucune idée de l'endroit où se trouve l'ensemble des biens que je viens de lister.
et ce n'est pas faute des avocats d'avoir mené des recherches auprès de l'unité d'intervention, mais jusqu'à présent, aucun bien n'a été retrouvé encore une fois. Pour la parfaite information de la Cour, je voudrais vous indiquer que, selon le procès verbal de synthèse d'enquête préliminaire transmis par la Direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité maritime au parquet de la République le 19 septembre 2023, l'interpellation de Mme Mombo avait pour fondement des soupçons de détournement de fonds publics en complicité avec M. Yann Goulou. Or, après 17 jours d'une garde à vue totalement humiliante, déshumanisante, contraignante, aucune once d'irrégularité n'ayant été révélée de la gestion ô combien vertueuse et rigoureuse des ressources financières de l'hôtel de ville de Libreville, les autorités judiciaires, plutôt que d'abandonner purement et simplement les poursuites, se sont résolus à inculper Mme Mombo pour des faits présumés de blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. Au total, l'enquête policière ayant totalement mis hors de cause la gestion financière des ressources de l'hôtel de ville de Libreville, l'information préparatoire devant le magistrat instructeur ayant déclaré non établie à son encontre l'infraction d'association de malfaiteurs, c'est donc uniquement et uniquement seulement pour répondre de la prévention de blanchiment de capitaux que Mme Mombo a été mise en accusation et renvoyée devant cette cour pour être jugée. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, tout à l'heure nous avons suivi les réquisitions plus qu'exhaustives de Monsieur le Procureur général. En ce qui concerne Mme Mombo, Monsieur le Procureur général a requis son acquittement. En réalité, cette demande est totalement en harmonie avec le dossier. C'est une demande qui tombe sous le sens. Et une fois n'est pas coutume, je voudrais saluer la lucidité rétrospective de Monsieur le Procureur général, 25 mois plus tard, quant à l'appréciation de ce dossier. Pour la bonne règle, cependant, Mme Mombo a été renvoyée devant cette cour pour répondre de l'infraction qualifiée de blanchiment de capitaux, tel que ce délit se comporte dans ses éléments constitutifs et répressifs à l'article 380 et suivant de notre code pénal. Pour le magistrat instructeur, le fait ou le seul fait pour Mme Mombo d'avoir accepté d'être bénéficiaire d'une parcelle sans avoir démontré que les fonds ayant permis de l'acquérir avaient une origine licite était constitutif d'un blanchiment. Cependant, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, s'il est exact qu'en matière de blanchiment, le dernier alinéa de l'article 380 du Code pénal prévoit que c'est à la personne poursuivie de démontrer la licéité des biens par elle acquis ou la licéité des biens dont elle possède. Il n'en demeure pas moins qu'il a été jugé
qu'il a été jugé en France. Monsieur le procureur général nous reprochait la dernière fois de citer des jurisprudences françaises, et pourtant il ne s'est pas gêné tout à l'heure lui-même de le faire abondamment. Je vais donc lui renvoyer l'ascenseur. Monsieur le procureur général, il a été jugé que le renversement de la charge de la preuve prévue dans l'infraction de blanchiment ne vous dispense pas de démontrer les éléments constitutifs du délit et n'implique certainement pas une présomption de constitution automatique de l'infraction dès lors seulement que certaines conditions matérielles sont réunies. Ce qu'il faut comprendre par là, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c'est que même en matière de blanchiment, l'accusation doit toujours faire la démonstration que l'infraction est constituée en ces trois éléments, à savoir l'élément légal, l'élément matériel, ainsi que l'élément intentionnel. Or, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, cela n'a pas été fait par le magistrat instructeur. Parce que si ce travail avait été effectué, jamais nous ne serions devant vous. La réalité, Monsieur le Président, la réalité est toute simple. La réalité est que Madame Mombo n'avait aucune connaissance, ni conscience, ni soupçon, ni doute du caractère éventuellement délictueux ou criminel des fonds ayant permis d'acquérir la parcelle qui lui a été offerte. D'ailleurs, de quelle manière Madame Mombo aurait-elle pu soupçonner ou douter d'une opération illégale, puisqu'au moment de l'opération, sa fille était l'épouse légitime du directeur de cabinet du coordonnateur général des affaires présidentielles et qu'elle avait un train de vie très élevé, indépendamment de son régime matrimonial. La question lui a été posée abondamment par la Cour, puisque la Cour s'intéressait au fait que, quand bien même M. Ngoulou fut aisé, mais dès lors qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation, semble-t-il, les biens de M. Ngoulou étaient pour M. Ngoulou et les biens de Madame étaient pour Madame. À ce propos, Monsieur le Président, il y a lieu de noter que dans le fonctionnement quotidien des couples en régime séparatiste, il y a généralement une confusion des patrimoines des conjoints qui n'est pas interdite par la loi. Il n'est même pas interdit aux couples sous régime séparatiste d'ouvrir un compte joint, comme dans le régime communautaire, toute chose qui permet à l'un ou l'autre des époux de disposer librement des fonds qui s'y trouvent sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'autre. Et le Code civil lui-même, en son article 370, reconnaît cette réalité, puisque le dernier alinéa de cette disposition prévoit que, dans un régime de séparation, les biens dont l'un des époux n'est pas en mesure d'établir la propriété exclusive appartiennent au couple à moitié. En somme, et pour terminer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, il n'existe aucune preuve du caractère illicite des sommes qui ont permis d'acquérir le bien. Et si illicéité il y a, il n'existe aucun élément, aucun début d'élément susceptible d'établir que Madame Mombo aurait pu en avoir la conscience du caractère délictuel ou criminel. C'est pourquoi, fort de tout ce qui précède,
Je demande à la Cour de bien vouloir prononcer l'acquittement au bénéfice de Mme Mombo. Il s'agit plutôt de la relaxe, puisque nous sommes en matière délictuelle. Monsieur le Président, c'est une question. Nous avons discuté. Le blanchiment de capitaux est un délit. Nous sommes devant la Cour criminelle, Monsieur le Président. Je laisse le soin au docteur Akbarin de vous répondre sur cet aspect, parce que Monsieur Akbarin, Maître Akbarin, est docteur lui aussi. Et il pourra... Doctorisé. On va répondre à un docteur. En tout cas, la Cour a plénitude de compétences. Pour terminer, Monsieur le Président, je vous demande de bien vouloir prononcer l'acquittement ou la relaxe au bénéfice de Mme Mombo. Vous lui devez cette décision, Mesdames et Messieurs de la Cour. Mme Mombo est privée de liberté depuis 26 mois. Cela fait 26 mois que Mme Mombo ne parle qu'avec des gardiens de prison, des magistrats ou ses avocats. Mme Mombo, ce n'est que depuis l'ouverture de cette session qu'elle a pu échanger quelques mots avec les membres de sa famille. Vous lui devez cette décision. Surtout que, Monsieur le Président, l'article 134 du Code de procédure pénale limite en matière délictuelle la durée maximale de la détention préventive à 18 mois. Cela signifie que cela fait aujourd'hui 7 mois que Mme Mombo est privée de liberté en toute illégalité. Monsieur le Président, en prononçant l'acquittement de Mme Mombo, vous allez également ordonner la mainlevée du mandat de dépôt qui a été décerné à son encontre depuis le 19 septembre 2023. Vous allez également donner mainlevée de l'ordonnance aux fins de gel des avoirs qui a été prise le 27 septembre 2023. Et lorsque vous vous serez déterminé, ainsi que je viens de vous le demander, le peuple gabonais qui vous suit saura que vous avez rendu une parfaite décision. Je vous remercie. C'est la Cour qui vous remercie, Maître.